Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 24e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Je vous partage toutes les 2 semaines, en alternance avec les épisodes solo, mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Clément et Théo. Clément et Théo sont éducateurs canins et les fondateurs de l'école de la Meute. Dans cette discussion, ils nous racontent leur histoire avec Estia et Noctis, comment ils se sont lancés dans ce métier, et puis surtout, comment ils ont changé leur fusil d'épaule. Parce que oui, Clément et Théo ont d'abord commencé leur carrière en méthode dite traditionnelle, avant de découvrir une approche beaucoup plus positive et bienveillante. Dans cette première partie, ils nous partagent donc avec beaucoup d'humilité les dessous de ce changement de philosophie. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Clément et Théo. Et bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Bien et toi ? Nickel, Oui. nickel. Oui, super. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous accueillir sur La Niche. On va commencer par les présentations. Je vous laisse vous présenter de la manière dont vous le souhaitez et dans l'ordre que vous voulez. Très bien, alors je vais commencer. Moi c'est Clément en fait, en vérité. Je suis éducateur canin comportementaliste à l'école de la Meute. Et Théo Richard, exactement pareil. On est tous les deux comportementalistes à l'école de la Meute. Et frère. À Et préciser. Ok. Alors vous avez des chiens tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous les présenter s'il vous plaît ? Yes, alors moi j'ai Estia, une Boss Run croisée que j'ai récupérée, elle était toute petite, elle avait 3 mois et demi, c'est une portée accidentelle dans une ferme normande. Du coup, moi, Noctis, c'est un husky sibérien que j'ai récupéré en élevage. Il avait 10 semaines en Normandie. Et il a donc 2017, donc il a 4 ans, mais il va sur ses 5 ans. Là. Ouais, Estia est de 2016 aussi, elle est née en février 2016. Ok, ça marche. Alors, juste avant ça, on va revenir un peu, vous allez nous raconter l'histoire de vos chiens, mais on va revenir un peu sur votre expérience antérieure avec les chiens. Est-ce que vous en avez toujours eu ? Est-ce que vous avez toujours rêvé d'en avoir ? Ou pas du tout ? Comment ça s'est passé pour vous ? Voilà, du coup, on peut en parler tous les deux parce que on a grandi, lui et moi, avec un chien de famille. Notre premier chien qui s'appelait Whisky, qui a été un chien qui est venu chez nous par hasard dans notre jardin. Il a traversé le portail. Oh, le il rêve. est venu et en fait quand il est venu on avait un pote à l'époque qui s'appelait Vincent qui était notre voisin avec lequel on est restés tous les trois avec ce chien là toute la journée et puis notre père quand il est rentré du boulot il l'a ramené à la fourrière et quand il l'a ramené à la fourrière on était tous pleurer dans tous les sens parce que quitter Whisky pour nous il était déjà adopté si tu veux. Il est venu dans notre jardin, c'était notre chien quoi. On se baladait autour du pâté de maison et on pensait le garder et finalement mon père quand il est revenu, qu'il a vu que tout le monde pleurait, il s'est dit bon, le Whisky, le chien, ce qui s'appelait pas Whisky encore à l'époque, c'était un chien qui avait l'air de l'écouter au doigt à l'œil, qui était tout mignon, tout jeune, qui avait 3 mois et demi. Et il s'est dit mais si on doit avoir un chien, il faut que ce soit celui-là. Et du coup, il m'a demandé de monter dans la voiture, il m'a dit viens, on va le récupérer, puis on l'a récupéré. Voilà. Et petite anecdote, il s'appelle Whisky parce qu'à l'époque, je jouais à un jeu vidéo, j'étais déjà très très marqué par les chiens et j'avais le héros de mon enfance qui avait du coup ce chien qui s'appelait Whisky, j'ai décidé de l'appeler comme dans le jeu vidéo Heart of Darkness pour ceux qui sauront reconnaître. Et toi Théo, t'as pas eu ton mot à dire ? Moi, j'ai des souvenirs moins précis parce que j'avais 5 ans quand le chien est arrivé. Ah bah ouais. Ok. Vous avez combien de différence d'âge au fait ? On a 3 ans d'écart. 2 ans et demi. Ok. Il est de 91, je suis de 94. D'accord, ok. Du coup, ouais, quand le chien est arrivé, j'avais 5 ans. Moi, j'avais eu peur parce que j'avais peur des chiens quand j'étais petit. Donc, moi, l'image dont je me souviens du premier jour où j'ai vu Whisky, j'étais sur le tabouret de la cuisine en hauteur et j'osais pas descendre. C'est vrai, je me rappelle de ça. Et en fait, pour moi, j'ai pas le souvenir. Je savais pas que ça s'était passé en une journée, tout ça. Je croyais que c'était fait sur peut-être 1 ou 3 jours. Enfin, je savais pas en fait. J'en ai pas de souvenir précis. Mais par contre, moi, quand j'étais petit, j'avais peur des chiens. Ouais. Je me suis fait courser par des chiens plusieurs fois quand j'étais gosse, ça m'a un peu traumatisé. Et donc Whisky, on l'a gardé pendant 14 ans, il est mort en 2013, je crois. Alors là, il est mort à 13 ans ou 14 ans. Il est mort à 14 ans, ouais. C'est moi qui l'ai amené avec papa chez le vétérinaire, donc c'était un moment très très difficile. Et donc en fait, on a eu la chance d'avoir une belle grand-mère aussi chez qui on allait tous les étés,
qui a toujours eu des chiens. Donc en fait, même quand on allait en vacances, il y avait d'autres chiens qui étaient différents. Et je me rappelle avoir toujours cette curiosité de vouloir créer un lien. Mais pour être très honnête, j'y arrivais pas. Et je le savais qu'il me manquait des choses à chaque fois. J'ai toujours trouvé le chien pas forcément facile à aborder, contrairement à ce qu'on pense. Parce que en le voyant, en fait, intuitivement, je savais que il manquait des choses dans la relation que j'essaie de créer avec les chiens. Je savais qu'il me manquait des outils. Même avec Whisky, quand on a grandi, moi je savais que Whisky était un chien très compliqué. Il faisait de la prédation à très haut niveau, il était réactif congénère. Et nous, on pensait que c'était normal, mais en grandissant, on savait que c'était un chien compliqué, quoi, Whisky, déjà à l'époque. C'était quoi comme chien, du coup ? C'était un croisé Langar. C'est un chien de chasse à courre allemand, si je sais pas, un chien d'arrêt allemand, je crois. Ouais, en fait, tout le monde pensait que c'était un croisé setter irlandais. Mais en découvrant la race du Langar, on s'est rendu compte avec Théo qu'on croyait reconnaître notre chien directement, à quelques détails. Donc en fait, c'était un croisé, mais je pense à 75% Langar. Ouais. Ok, d'accord. Ok, donc votre première expérience avec les chiens, c'était plutôt celle-là. Et donc toi, Théo, t'avais peur des chiens quand t'étais petit. Comment ça s'est passé du coup ? Parce que tu te retrouves avec un chien à la maison, quand t'as peur, c'est pas forcément évident. Bah ouais, après j'étais petit, quand j'avais peur des chiens, au fur et à mesure du temps, j'en ai eu de moins en moins peur. Comme dit Clément, chez notre belle-grand-mère, elle avait 2 chiens, il y avait une ferme, on allait régulièrement chez elle. Donc petit à petit, je me suis habitué aux animaux. Donc en fait, avec l'expérience, j'ai eu moins peur. Et puis voilà, avec le temps. C'est passé, ouais. Exactement. Ok. On se socialise, quoi. Tiens. Exactement. Ok, ça marche. Et alors, une fois devenu adulte, jeune adulte, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre un chien ? Comment ça s'est passé et quel était le contexte dans lequel vos chiens sont arrivés ? Alors, du coup, là, je peux commencer, puisqu'en fait, ça a commencé par moi. Whisky est décédé, ça a été une horreur totale. Franchement, j'ai cru que j'allais devenir fou. J'étais déjà plus à la maison à l'époque, mais son décès a marqué quelque chose. Le côté, il sera plus jamais là. Ça m'a vraiment foutu... bref, encore rien que d'en parler, ça me tend pour te dire. Donc, c'est que ça a été vraiment une grosse douleur. Et en fait, au moment où il est parti, je me suis mis à avoir envie de me documenter sur le chien. Comme si tout le travail que j'aurais dû faire avant à comprendre véritablement qui il était et ce que j'aurais pu faire pour éviter les soucis qu'il avait pu avoir, elle venait à partir du moment où c'est fini Clem, il est plus là, donc c'était un peu ma manière, je pense, de me remettre avec lui que de me documenter sur les chiens. Donc j'ai acheté des bouquins, des choses comme ça. Et après je me suis dit mais en fait il faut que j'ai mon chien, quoi. Et donc avec ma copine de l'époque, on s'est dit qu'on allait adopter un chien. Et donc c'est là en fait que j'ai contacté des amis, parce que je voulais absolument un bosseron, parce que je voulais un chien de berger, je voulais cette connexion un peu, j'allais dire un peu easy win, parce que c'est plus facile avec un berger d'obtenir cet échange, je dirais, complice entre guillemets, mais on peut le faire avec toutes les races bien évidemment, mais avec les bergers il y avait ce côté un peu plus simple pour moi, et vu que je savais que j'étais néophyte, je voulais m'aider comme ça. Et pourquoi le bosseron ? Parce qu'en fait c'est le chien de berger français, et je pense que c'était mon côté un peu cocorico qui voulait que je voulais le chien de berger français, et j'aime beaucoup les grands chiens. À l'époque en tout cas c'était vraiment ceux que je préférais, et donc j'ai contacté des amis, et puis j'ai une amie qui était ostéopathe animalier, et en tant qu'ostéopathe animalier je lui ai dit est-ce que tu connais pas des gens qui ont des portées de bosseron ? Il m'a dit écoute, c'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai une pote qui a un bosseron, elle a recueilli une chienne, et en fait il y a eu un accident, et là elle m'ébade dans quelques mois. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré cette personne qui avait cette portée, et j'ai récupéré ce tien comme ça. Ok. Moi, du coup, en gros, nos parents ont divorcé. Et donc, il y a eu le décès de Whisky, nos parents ont divorcé. Mon frère a eu sa chienne. Ma mère avait un chat avec qui j'étais très proche. Et elle est partie avec le chat. Et tout ça a fait que je me suis retrouvé sans animal. Ça me manquait terriblement. Je voyais mon frère avec sa chienne. Et du coup, voilà, je me suis dit, vas-y, bon, il m'en faut un, moi aussi. Et comme j'ai toujours adoré les loups, et que le ski, le côté relation exclusive et le comportement autonome du chien, ça me plaisait beaucoup. Parce que j'ai toujours aimé beaucoup le comportement du chat, et je trouve que c'est une des races qui ressemble le plus au comportement du chat. J'ai été direct intéressé par le ski. Et du coup, j'en ai pris un. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'allais voir mon éducateur canin à l'époque pour comme je t'avais dit, je m'intéressais aux chiens, je voulais ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec Whisky. Du coup, je suis allé éduquer Estia du côté d'Amiens, voilà, pour du coup régler
mes futurs problèmes de comportement. Je croyais arriver, voilà. J'avais peur de la prédation, j'avais peur d'un tas de choses parce que whisky c'était quand même compliqué, il y avait 0 rappel, enfin c'était très très compliqué. Et en fait en travaillant, je me suis dit que c'était quelque chose qui était très intéressant et Théo, vu que je le savais intéressé par le ski, je lui ai dit surtout il va pas falloir faire les choses à moitié au début, faut qu'on se lance faut qu'on fasse les choses correctement. En travaillant Estia un peu tous les jours, en aidant aussi Théo dans l'éducation qu'il avait avec Noctis, j'ai pensé, moi, du coup, à devenir éducateur canin. Et à ce moment-là, en fait, j'en ai parlé à Théo, et Théo, il m'a dit, mais à fond, je te suis à fond. Et on s'est lancé ensemble, en fait. C'est comme ça qu'on est rentré dans le métier d'éducation canine. C'est uniquement parce qu'on avait envie de régler les défis qu'on avait avec nos chiens, et que on a pris mais un panard monstre à travailler nos chiens tous les jours. Vraiment, ça a été notre grand déclic, quoi. Vos chiens sont arrivés quasiment dans la même période. Enfin, il y avait quelques mois d'écart. Ouais, un an d'intervalle, ouais. Ok. Et donc, pour tous les deux, c'est assez marrant parce que vous avez eu tous les deux forcément, vous avez un parcours de vie qui est quand même assez proche, étant donné que vous êtes frères. Mais en même temps, vos chiens sont pas arrivés non plus dans le même, tout à fait dans le même contexte, avec les mêmes envies, avec les mêmes, avec les mêmes désirs. Donc, c'est intéressant. Ça a eu rien à voir. Et en fait, très tôt, on savait que les défis étaient très différents. Et on l'a vu tout de suite, puisqu'en fait, en tant que néophyte, on connaissait certaines races de chiens, etc. Mais on n'était pas vraiment implanté dans le monde canin et on manquait aussi pas mal de connaissances. Mais pour autant, on a vu tout de suite comme que Noctis et Estia étaient deux profils qui n'avaient absolument rien à voir et qui s'approchaient d'une manière complètement différente. Je me rappelle qu'à l'époque, avec Théo, on travaillait le suivi naturel de Noctis en liberté parce on avait cette envie, cette philosophie de pouvoir prendre nos chiens partout. Et donc, pour pouvoir prendre nos chiens partout, on se disait, on veut le faire sans avoir besoin de trop d'outils qui contraignent le chien dans sa liberté de mouvement. On avait ce rêve un peu utopique au départ, mais qui nous a aidé finalement à arriver où on en est aussi. C'est que on s'est battu pour ça. On travaillait le suivi naturel de Noctis dans un stade de football. Alors que Estia, ça a été pratiquement... Ça m'a pas été donné parce qu'en fait, je l'ai fait tout de suite. C'est rétrospectivement que je me rappelle de la quantité de travail que j'ai fourni au tout départ quand j'ai eu Estia. À 3 mois et demi, Estia, je l'ai pris avec moi, je suis dans les champs, je l'ai détaché complètement et je faisais ma route. Et en fait, automatiquement, j'ai renforcé un suivi naturel et ces choses-là. Mais Noctis, lui, la première fois qu'on l'a détaché, il s'est barré. On était en Savoie. J'ai dit, Théo, bon, on va le détacher, on va voir ce qui se passait. Lui, il m'a dit, mais même pas la peine, si on fait ça, il se barre. Mais ça faisait très peur. Mais en plus, c'est mon gosse, quoi, mon chien. Forcément, tu... Ah oui. Et donc, on a vu tout de suite qu'effectivement, c'était deux approches complètement différentes. Et là, en fait, très tôt, on a appris à réajuster notre manière d'être en fonction de deux chiens très différents qu'on avait en face de nous. C'est pas exactement le même travail. Ouais, puis comme vous disiez tous les deux tout à l'heure, vous avez deux races qui sont complètement différentes. Entre le Husky et le Bosseron, on n'est pas du tout sur les mêmes instincts, etc. Donc, forcément, ouais, ça fait deux chiens différents, j'imagine. Ouais, complètement. Ok. Donc, du coup, vous avez décidé de vous lancer ensemble dans l'éducation canine. Pourquoi ensemble ? À l'époque, moi, j'étais à l'université, j'étais en faculté d'histoire. Ouais. Mais je suis aussi musicien et je veux, en fait, j'y suis arrivé du coup, me professionnaliser. Et le problème, c'est que la faculté, je n'avais aucune rentrée d'argent. Or, pour y arriver dans la musique, il faut que je mette de l'argent dans la musique. Donc, il fallait que je trouve aussi quelque chose qui allait me faire vivre. Et je pouvais pas faire quelque chose avec lequel je n'étais pas passionné. J'ai déjà essayé de faire un métier alimentaire, ça me fonctionnait pas. Et en rencontrant le monsieur avec lequel j'ai éduqué Estia, il m'a proposé une formation. Il m'a dit, voilà, je peux te former pendant X temps à rentrer dans le métier d'éducation canine. Et à ce moment-là, Théo aussi, qui était en reconversion professionnelle, je lui en parle. Il dit, vas-y, on fait cette formation à deux. Et du coup, en fait, c'est venu sans trop qu'on réfléchisse au pourquoi faire ça ensemble. On s'est juste dit qu'on allait avancer dans une direction. On était tous les deux vraiment enjoués l'idée de mettre de l'effort dedans. Parce que Théo et moi, on s'est rendu compte dans notre parcours scolaire et professionnel au début que si on n'était pas très très passionné, alors évidemment beaucoup de gens pourraient te dire non, si je suis pas passionné j'y arrive pas, c'est vrai, mais il y en a pour lequel c'est même pas qu'on n'y arrive pas, c'est que j'étais juste très mauvais dans tout ce que je faisais si j'étais pas passionné, tu vois, j'étais juste mauvais. Et Théo c'est pareil, du coup on avait mutuellement une perte de confiance et en travaillant ensemble on s'est un petit peu aidé, on s'est soutenu. Parce qu'il faut savoir aussi que la formation dans laquelle on a été, ça a été éprouvant psychologiquement. Notre formateur était quelqu'un de très stressé, très angoissé, pardon. Et on s'est vachement soutenu, même si des fois on s'est un peu crêpé le chignon parce que le stress de la formation, ça faisait qu'on se foutait sur la gueule, mais c'est clair. Ouais. Et en sortant de ça, en fait, en travaillant ensemble, on s'est rendu compte aussi que ça nous permettait de pouvoir
avoir plein d'avantages comme des congés payés, parce que quand il y en a un qui travaille, quand il y en a un qui veut partir en vacances, l'autre travaille pour deux, et du coup en fait on a quand même une petite rentrée d'argent. On peut aussi s'échanger des clients avec lesquels on sent que ça passe pas, et puis on a aussi une double expertise, et quand on démarre et qu'on se pose des questions de savoir si on fait bien de faire telle ou telle chose, quand on est tout seul, c'est compliqué. C'est pour ça que en vrai, quand on démarre en tant qu'éducateur canin, et pour celles et ceux qui nous écoutent, qui souhaitent, qui se lancent dans le milieu, ça peut être bien de se faire un petit carnet d'adresses ou des personnes avec lesquelles on communique qui sont aussi éducateurs canins ou en devenir, sur lesquels on pourrait échanger sur certains cas afin de ne pas être livré seul face à des cas qui sont au départ très compliqués, puisque quand on commence le métier, on se rend vraiment compte que la formation c'est bien, mais quand on est vraiment dedans, livré seul face à des problématiques humaines et canines, c'est très souvent l'angoisse, pour être très honnête. Clairement, en vrai, on s'est lancé à deux parce c'était beaucoup moins flippant en fait. Ouais, complètement. Le fait on avait un peu peur, et je pense que on a eu le courage de le faire parce qu'on était deux. Toi, Théo, tu faisais quoi avant ? Alors, moi, j'étais en échec scolaire absolument total. En réalité, je voulais me diriger vers le dessin, l'illustration. Je voulais être illustrateur, bande dessinée, etc. J'ai fait un bac art graphique, mais la réalité du truc, c'est que c'était beaucoup plus d'ordinateur que de dessin. Et ça me plaisait pas du tout. Et ça me plaisait pas, donc j'étais pas doué. Du coup, j'ai arrêté. Et après ça, j'ai fait 2 ans où je savais pas quoi faire de ma vie. En fait, je faisais rien. Je travaillais un petit peu. Je faisais de l'intérim. J'essayais de faire un peu de sous, mais je savais pas quoi faire de ma vie, quoi. Ok. Donc c'est venu. C'était un peu évident. Ouais. Et du coup, le côté entrepreneuriat, c'était un truc qui vous motivait, qui vous stimulait, ou c'était plutôt un truc qui vous faisait peur ? Moi, ça fait peur tout seul, mais comme je savais qu'on était deux pour soutenir, c'est un truc qui me motivait de ouf. J'avais pas du tout, j'ai jamais supporté les patrons sur mon dos. C'était un truc d'être autonome. C'est un truc qui me faisait rêver, clairement. Ouais, mais effectivement, le côté se structurer, s'organiser, être vraiment autonome dans son travail, et donc aussi d'être rigoureux et de faire en sorte d'avoir une discipline qui permette à 2 personnes de vivre, c'était un peu flippant, pour être très honnête. Ce qui a fait qu'on a réussi à vivre rapidement de l'école de la Meute, c'est que je me suis moins intéressé justement à toute la partie communication, et qu'à l'époque, en 2017, début 2018, on a fait des publicités sur Facebook, et c'est ça en fait qui nous a permis de vivre du métier. Et en fait, le gros défi, c'était quand même au départ de faire vivre 2 personnes dessus. Donc on a chacun puisé dans les qualités de l'autre pour finalement faire grossir l'école de la Meute, et on y est arrivé, mais on racontera un petit peu. Il y a un moment où on a décidé de changer d'approche, et c'est là où ça a été compliqué. Ouais, on va en parler. Et alors du coup, sans transition, on va parler de votre formation. Comment s'est passée votre formation ? Qu'est-ce que vous y avez appris ? Qu'est-ce que vous en avez tiré ? Alors, cette formation, elle a été faite par un éducateur canin comportementaliste du côté d'Amiens, qui a d'abord été moniteur de club, et dont le grand-père était éleveur de berger allemand, son père, je crois aussi. Et donc c'est un monsieur qui a grandi dans le milieu du chien, mais dans le milieu canin traditionnel. Donc en fait, on a fait une première formation en éducation canine traditionnelle, qui a duré 1 mois, je crois, un truc comme ça, et dans lequel on a appris finalement à travailler avec des outils qu'aujourd'hui on n'utilise plus, bien évidemment, mais on a travaillé au collier étrangleur en position fixe. Il n'était pas en position étrangleur, et il nous disait bien que c'était ultra important d'en parler, mais dans le fond ça changeait rien, hein. En fait, on travaillait sur la correction des comportements du chien qu'on ne voulait pas voir se reproduire, voilà, pour arriver à ce qu'un chien puisse se comporter telle ou telle manière, ou qu'il cesse un comportement, on attendait qu'il soit dans l'erreur pour venir le corriger. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'éducation canine. On a travaillé comme ça pendant 1 an. Et puis au bout d'1 an, on s'est reformé. On pourra expliquer pourquoi après, mais du coup, voilà, on a fait au départ une seule formation, et ensuite on s'est lancé tout de suite. Ce qu'il faut bien comprendre à l'époque, c'est que, comme j'expliquais tout à l'heure en introduction, on n'était pas du tout dans le milieu canin. Théo et moi, on a été très attirés par les animaux, puisqu'on était... je dirais, ça nous remettait dans l'intuition et dans quelque chose de plus ancré dans l'instant. C'est ce qui nous a toujours passionné chez les animaux. D'ailleurs, Théo a d'ailleurs été un grand passionné d'équitation à une période de sa vie. Mais pour autant, on n'était pas du tout vraiment relié au monde canin. On connaissait pas du tout ce qui se passait dans les clubs canins. On ne connaissait pas les différentes méthodes et approches. Moi, j'avais lu quelques livres, mais des livres qui aujourd'hui, si je les lisais, mon Dieu, je leur ai envie de les brûler, tellement
et encore c'était publié en 2012 et déjà en 2012 il y avait des livres qui étaient bien plus en avance. Enfin bref, j'ai même pas lu les bons livres pour te dire. Et donc on s'est lancé dans un environnement que finalement on ne connaissait pas trop. Voilà, auquel on ne connaissait pas ni la culture, ni les différentes approches. Et donc, c'est en travaillant qu'on s'est rendu compte qu'il fallait, ce n'était pas un métier dans lequel il fallait se lancer sans avoir finalement une quantité conséquente d'informations. Voilà. Ouais. Moi, je trouve votre parcours hyper intéressant. Enfin, c'est pour ça que j'avais très envie de vous interviewer parce que je pense que ce chemin-là que vous avez pris de commencer par le tradi, c'est encore aujourd'hui, je pense, un chemin qui est tout à fait possible et dans lequel beaucoup de gens peuvent se perdre. Donc c'était important pour moi d'en parler aujourd'hui parce que voilà, le but c'est aussi d'éviter ça, même si les gens qui écoutent ce podcast, vous qui écoutez ce podcast, vous êtes certainement bien sensibilisés à l'éducation positive, mais sait-on jamais quelqu'un qui passerait là par hasard. Voilà, c'est dit. Voilà, exactement. Ok, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous étiez un peu néophyte dans le monde du chien. Vous connaissiez Parker Whisky, qui était votre référence et qui vous a un peu mis le pied à l'étrier, si je puis dire. Ouais. Mais ok, donc vous êtes passé par cette formation un peu par hasard parce que c'était ton éduc, c'est ça, Clément ? Complètement, bien sûr. Et puis les résultats que j'avais vus, moi, à l'époque, en vue de mes connaissances, me satisfaisaient énormément. C'était très impressionnant à voir. Le résultat avant, après, et la vitesse avec laquelle le chien se conditionnait finalement à répondre à nos demandes, c'était bluffant. N'importe quelle personne qui n'est pas un minimum renseignée, il voit ça, il se dit... Waouh, le gars est trop fort. Il faut savoir aussi que cet instructeur avait un timing de réaction et une manière de réagir qui était quand même... Enfin, j'aime pas utiliser ce mot-là parce que ça fait... c'est une connotation médicale, mais c'était quand même très chirurgical. C'est-à-dire qu'il avait une précision de timing dans sa réaction qui faisait que je pense sincèrement que c'est l'un des meilleurs dans ce qu'il fait. Et c'est même pas forcément le plus violent, hein, parce que voilà, qui dit forcément éducation tradie dit forcément geste violent, qu'on se le dise, hein, c'est quasiment certain à tous les coups. Mais lui était vraiment, il avait un regard très précis, et c'est justement ça qui m'a attiré, c'est vraiment sa vision, sa précision, le charisme qui se dégageait de cette approche, puisque qu'on se le dise, quand tu vois arriver 15 chiens dans un stage intensif et que en 5 minutes les 15 marchent au pied, ah bah le néophyte que t'es, il fait ok, je pense qu'on va rester avec ce mec-là parce qu'il a l'air de savoir ce qu'il fait. Et en fait, c'est tout au moins on s'est embarqué là-dedans comme ça, et c'est aussi comme ça qu'on a vendu notre approche au départ. Nous on disait c'est très simple, vous venez, vous faites un test d'évaluation, c'est gratuit, votre chien il tire en laisse, vous sortez du test au bout d'une demi-heure, il tire plus. Et après, si jamais vous êtes intéressé, bah là on peut travailler avec vous. Et pour toutes les problématiques, on travaillait comme ça. Donc on n'avait pas du tout une approche comportementale. On se pensait comportementaliste puisque ce monsieur était éducateur canin comportementaliste, mais en fait on faisait que de l'éducation, et je mets des gros guillemets évidemment parce que pour moi ça n'est pas, mais vulgairement, voilà, le chien tire en laisse, on travaille sur une problématique d'obéissance, c'est entre guillemets de l'éducation, voilà. Et puis et voilà, problème-solution, c'est ça, et surtout solution rapide. Et c'est finalement ce qui attire les gens, ce qui attire les personnes en reconversion professionnelle, c'est aussi la raison pour laquelle certains éducateurs canins ne veulent pas changer d'approche, parce qu'il y a ce côté facilité de résultats qui permettent aux clients de s'y retrouver, et vu que évidemment on travaille en définitif plus avec l'humain qu'avec le chien, bah si l'humain est content, eh ben on a un retour positif. Et c'est ce qui fait aussi que c'est compliqué de changer d'approche, même un éducateur canin en tradi qui souhaite changer d'approche, eh bien, faut savoir que quand il change d'approche, il perd des clients, parce qu'il y a des personnes qui viennent aussi pour voir du tradi, faut bien le savoir. Les éducateurs canins sont aussi autant victimes, entre guillemets, du tradi, par la non-connaissance des personnes, et aussi des personnes qui veulent volontairement y aller. Et donc il perd des clients, et aussi il y a un moment où on bafouille parce que on maîtrise pas forcément du jour au lendemain le tradi 100% et positif 100%, donc on a une phase de transition qui fait qu'on se perd dans notre métier, et donc ça devient compliqué pour vivre. Et quand vous avez un crédit, des bouches à nourrir, etc., vous avez beau aimer votre métier, aimer les chiens, passer du tradi à l'éducation positive, je pense que ça peut être compliqué. Et nous, la chance qu'on a eue à ce moment-là, c'était que Théo et moi, on vivait encore chez nos parents. Et donc, on a pu aussi changer d'approche parce que gagner 600 balles pendant 3-4 mois de suite, on a serré la ceinture, on sortait pas beaucoup, les vacances, c'était compliqué, papa nous a aidés, mais voilà. Et ça, on sait aujourd'hui que si on en a l'air, c'est aussi un peu grâce à notre père, dédicace papa.
Vous disiez tout à l'heure que c'était que vous avez fait une formation d'1 mois. Et Clément, tu soulignais le fait que tu t'étais rendu compte un peu plus tard que ça prenait du temps de devenir éducateur canin. Moi, clairement, je suis en plein dedans. C'est-à-dire que ça fait 1 an maintenant que je suis dans cette démarche de transition. Il me reste encore 6 mois de formation. Ça me paraît encore hyper long, mais tellement nécessaire. Enfin, clairement, là, je pourrais pas dire, allez... ciao, bye, j'ai fait 3 mois, on y va. Non, clairement, je me sentirais pas capable. Mais je tiens à souligner ça, cette histoire de temps pour changer, pour faire des transitions, pour changer de métier, pour apprendre un métier. Parce que clairement, ça se fait pas du jour au lendemain. Et on voit tellement de formations, même en positif, qui durent 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et moi, ça me paraît dingue, en fait. Ça me paraît complètement dingue. Non, je suis parfaitement d'accord. Après, je sais quand même, par retour d'expérience et en avançant dans la vie, je me rends compte d'une chose quand même. Notamment, j'écoute aussi des podcasts sur l'entrepreneuriat. J'écoute beaucoup de podcasts d'ailleurs, dont les tiens, en vérité. Et en fait, d'ailleurs, j'ai écouté le podcast avec Corentin, parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un que je connais. Oui. Et j'étais agréablement surpris de le voir dans ton podcast. C'était cool. Je pense quand même qu'il y a une partie pratique dans ce métier, au-delà même de la pratique dans la formation. Il y a une partie pratique qui fait que on apprend malheureusement dans ce travail aussi en faisant. Et il y a une chose qui, justement, en s'étant fait reformer avec Théo, on s'est fait reformer sur pas loin d'1 an, au compte-gouttes, en faisant des formations d'appoint, en allant voir des confrères et des personnes qui proposaient des formations. Je me suis rendu compte, en fait, que on n'a jamais fini d'apprendre. C'est-à-dire que quand tu finis ta formation et que tu te lances, eh bien, tu te dis, j'aimerais en apprendre plus sur ce point-là, j'aimerais finalement éclaircir ces choses, rencontrer telle ou telle personne. Et en fait, je pense qu'il faut savoir dire stop aux formations, normalement, quand on se forme et qu'on se dit, ok, vas-y, je me laisse 1 an, je me forme, se lancer. Et dans le travail, quand on se met à travailler tel ou tel chien, telle ou telle problématique et tout, se dire, ok, bon, là, dans ce cas-là, il faudra peut-être que j'aille me faire former sur ce point, etc. Se refaire former tous les ans, ça, c'est une bonne chose. Mais se laisser aussi le temps de travailler les chiens, travailler les clients, pour appréhender et mettre les mains dans le cambouis, en fait, parce que c'est vraiment là qu'on se met à apprendre. Je pense que tu pourrais aussi en parler, Théo, mais je sais qu'avec Théo, quand on s'est fait former, il y a eu toute une phase où il a fallu digérer les informations et enfin les mettre en pratique. Et cette pratique, c'est que à travers l'accumulation d'expériences avec nos clients qu'on s'est mis à être de meilleurs éducateurs canins. C'est pas uniquement en ayant eu finalement cette année supplémentaire de formation, c'est vraiment finalement en mettant les mains dedans, en tout cas. Je sais que moi, c'est comme ça que je me suis mis à être un meilleur professionnel. Ouais, bien sûr. Et c'est en pratiquant qu'on voit où est-ce que ça pêche. Et du coup, c'est là qu'on va se refaire former sur tel ou tel point. C'est comme ça que ça marche. Ouais, complètement. Ouais. Pour revenir un peu sur votre parcours, donc vous avez eu cette formation en tradi. Vous avez exercé combien de temps en tradi jusqu'à... Je sais plus exactement. Moi, je crois que c'est un peu plus d'1 an quand même. Ouais. Un peu plus d'1 an. On a commencé en décembre 2017 et en mars 2019, on faisait notre première formation. Voilà. Okay. Donc on a fait 1 an et 2 mois de tradi. Voilà. Sachant que au bout de 6 mois, j'étais déjà en train de me dire, bon, l'éducation positive, peut-être qu'il faut que je guette 2 ou 3 choses dessus. Voilà, du coup, ça m'amène à la prochaine question. Comment vous avez découvert l'éducation positive ? Alors, différemment, je pense. Moi, c'est toi qui m'as amené à l'éducation positive. Enfin, je pense qu'on se rend pas compte, surtout les gens qui écoutent ces podcasts-là ou qui sont full positifs, etc. On se rend pas compte de l'engouement qu'a encore le coercitif. Et de la puissance que c'est, et du coup c'était tellement puissant que moi il m'a fallu beaucoup de temps pour me rendre compte que j'étais dans l'erreur, en fait. Parce que les gens, comme disait Clément, les gens ils venaient pour du coercitif. Les gens, on a récupéré beaucoup de clients qui se plaignaient des méthodes positives. Des gens qui voulaient plus de friandises, ce genre de truc. Mais ouais, non, le coercitif ça a encore énormément d'ampleur, on se rend pas compte à quel point c'est encore puissant. Mais du coup c'est vrai que c'est compliqué en réalité de comprendre qu'on est dans l'erreur quand on voit que ça marche. Et c'est compliqué de passer en positif quand on fait de l'argent avec du coercitif. On sait pas trop. Voilà, moi, ça m'a fait paniquer, honnêtement, quand on a changé, même si je voyais bien que le fond, il était, voilà, c'était cohérent de changer d'approche et de partir dans un truc de mieux comprendre en fait les chiens, etc. Parce que le problème du coercitif, c'est que tu te focalises sur les problématiques de l'humain, mais pas sur celles du chien. En réalité, tu réponds que aux besoins des propriétaires. Et ça, c'était vraiment dérangeant, mais
Mais ouais, non, ça a été compliqué de changer. On a connu l'éducation positive grâce aux clients qui nous en parlaient et qui, voilà, on savait ce que c'était quand même, on connaissait le nom, mais on s'y était pas intéressé puisque notre formateur était anti-éducation positive. Et vu que j'avais une confiance aveugle en mon mentor, je m'étais dit à l'époque, si il dit que l'éducation positive, c'est vraiment merdique, au point où c'était vraiment limite tous les jours qu'il en parlait, forcément, moi, j'ai eu, on a eu, puisqu'on était formés par la même personne, on a eu vraiment ce panneau warning sur l'éducation positive, on s'est dit no way. Et puis, en fait, en discutant avec des clients avec lesquels on s'est lié d'attachement, on s'est rendu compte que, s'ils y allaient, ça tant que c'était pas des débiles, c'est peut-être qu'il y avait quand même des portes ouvertes. Et au fur et à mesure, en fait, moi qui suis beaucoup plus, je dirais, scolaire que mon frère, Théo est plus intuitif que moi. Du coup, il m'aide à redevenir plus intuitif dans ma vie. Et moi, je suis plus scolaire et du coup, je lui apporte de la documentation, toutes ces choses-là. Et en tant que scolaire, en fait, je voulais absolument tout savoir sur tout. Donc, je me suis mis un peu à me documenter, à me faire dire que il ne pouvait pas y avoir que mon mentor et qu'il fallait que je m'ouvre aux autres choses. Et en fait, je me suis forcément intéressé à l'éducation positive et à l'intérêt. J'ai voulu me faire former, je savais pas où regarder et je me suis dit, la première des choses qu'il faut que je fasse, puisque on s'intéressait à l'éthologie, de loin, avec Théo, parce que notre formateur, lui, il disait qu'il faisait de l'éducation éthologique. Mais en fait, voilà, il appliquait la vision hiérarchique, on va dire, de l'éthologie des années 70. Hein, donc pour te dire à quel point il y avait vraiment, on manquait de mise à jour, voilà. Ouais. En fait, quand je me suis mis à me rendre compte que, en éthologie, la dominance, on se rendait compte avec Barry Eaton qui en parle très bien que finalement, on n'est peut-être pas sur, je dirais, cette hiérarchie de meute interespèce, que ça ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, voilà d'où vient le nom de l'école de la meute aussi, hein, c'est à quel point on voulait être les chefs de meute, hein, à l'origine ça vient de là, le nom. Et donc je me suis rendu compte que la dominance était pas tip top, et puis ensuite je me suis dit qu'il fallait que je m'intéresse aux signaux de communication. Et quand on s'est intéressé aux signaux de communication, en fait on se mettait à voir les dégâts de l'éducation traditionnelle. Et c'est là, en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on change drastiquement d'approche parce que on a fait une première formation avec Raphaël Pin, qui est un monsieur qui travaille, qui a une association, il recueille des chiens qui réhabilite et les chiens qui ne peuvent pas réhabiliter, il les garde chez lui. Puis en fait, il a un énorme groupe de chiens. Il n'a pas de meute du coup. Voilà, la petite pause, petit aparté éthologie. Voilà, ce n'est pas une meute, c'est un groupe de chiens. En fait, il a un groupe de chiens qu'il a appris à gérer avec toujours des rentrées de nouveaux individus et des individus avec des problèmes de comportement. Donc en fait, on a fait une formation sur la création des groupes cohérents avec des problématiques de réactivité congénère. Donc on a fait une formation sur la signaux de communication, on s'est rendu compte, c'est vrai que là, si ce chien, quand il montre ce signal-là, il n'est pas du tout à l'aise, en fait, notre éducation, elle corrige le comportement, mais elle ne soigne pas l'état émotionnel du chien. Et donc là, on s'est dit, il faut qu'on retourne à l'école, mon gars. Et on s'est dit, ouais, comment on fait? Je sais pas. Est-ce qu'on y va chacun notre tour? Est-ce qu'on y va ensemble? Et puis on s'est dit, non, tu sais quoi, fait qu'on y va ensemble. Et puis on a commencé à voir Jérémy Seanda pour la réactivité humain congénère. On s'est renseigné sur, je dirais, l'apprentissage en renforcement positif. Ensuite, on a fait une formation purement communication canine avec le docteur Charlotte Duranton. On a vu anxiété de séparation, peur avec Claudine Prudhomme. On a fait cognition animale avec Guillaume Bretzner. Enfin bref, on a vu un tas de personnes sur un an pour en fait changer de vision du chien et le voir vraiment comme un individu avec un état émotionnel qui est unique. Donc où les problèmes de comportement découlent d'une émotion qui n'est pas gérée par le chien ou qui peut venir directement de sa socialisation. En fait, on a tout repris depuis le début, si tu veux. En fait, on a vraiment tout repris de A à Z. Mais quoi un chien, en quittant, ça marche. Et en fait c'est ça. Mais surtout, ce qu'il fallait, c'était nous qu'on se déconditionne de notre vision hiérarchique du chien. Parce que il faut savoir que dans notre travail avant, tout problème de comportement venait du fait que le chien voulait prendre la place de leader. Et en fait, on ne voyait pas l'être émotionnel en premier. Et c'est ce qui fait que, voilà, Théo le disait très bien tout à l'heure, on réglait le problème de l'humain, mais pas le problème du chien, finalement. On a quitté le discours hiérarchisant, où on se disait qu'il fallait dominer le chien et que le chien, non, il ne fallait pas qu'il soit l'alpha au sein du groupe familial, etc. Et puis finalement, on s'est mis à savoir très bien aussi déconstruire ces approches-là, puisqu'on les connaissait par cœur. Et surtout, on s'est fait reformer de A à Z pour arriver aujourd'hui à une approche qui nous plaît, avec laquelle on travaille de gaieté de cœur, surtout. Ouais, il y a un côté positif à avoir fait du coercitif, c'est que déjà la structure de nos programmes, elle a très peu changé finalement. Ouais. La manière dont on structure
nos programmes dont on bosse avec nos clients, ça nous a apporté un moyen de structurer nos trucs assez cool. En tout cas, pour ce qui concerne l'obéissance. Ouais, pour ce qui concerne l'obéissance. Pour le reste, de toute façon, on peut pas faire de rééducation en coercitif, ça n'existe pas. En traditionnel, il n'y a pas de rééducation comportementale, c'est une correction de comportement. C'est une annihilation. Correction de la conséquence. On annihile un comportement. Exactement. On supprime. On inhibe les comportements. On inhibe, c'est ça. Ouais, exactement. Et voilà, et puis on est capable. Enfin, moi, je sais expliquer aux gens pourquoi le coercitif c'est pas bien. Et voilà, je peux le dire directement, genre je sais de quoi je parle, je l'ai fait, j'ai pratiqué. Mais voilà, après c'est vrai que de commencer en full positif, c'est pas un mal non plus, c'est même très bien. On le fera aujourd'hui. Je pense que si jamais aujourd'hui on devait refaire une formation, on aurait fait une formation longue sur 1 an pour être certain d'avoir toutes les bases en éthologie et pas devoir aller voir la terre entière 10 fois pour ensuite avoir les notions qu'on a aujourd'hui. On se serait épargné des heures de recherche, on se serait épargné des heures de formation et... Après, oui, non, parce que ça nous a apporté une approche vis-à-vis de notre métier qui fait qu'on sait qu'on doit se refaire former, etc. Alors que, voilà, moi je sais que j'aurais fait des études plus longues sur le sujet, j'aurais eu un peu le comportement du médecin con qui, une fois qu'il a fini ses études, il arrête de se renseigner et du coup au bout de 20 ans il est complètement à la ramasse. Ça nous apporte ça là. Je trouve que ça nous a permis d'avoir cette approche un peu plus je sais pas si on peut dire scientifique ou remise en question. En tout cas on se remet beaucoup plus en question. On essaie, je sais qu'on n'arrêtera jamais d'apprendre et ça c'est cool. Après, je pense que celles et ceux qui se forment et qui font une formation longue aussi, s'ils ont une approche, je dirais, éthologique forte, ils savent que du coup, l'éthologie est une science qui évoluera en permanence et que du coup, se refaire former pour rester, je dirais, à jour, c'est une chose qui, c'est inévitable. C'est nécessaire, ouais. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le côté... une fois qu'on a fini une formation longue, on a envie de se lancer et puis il faut se lancer pour pouvoir voir du chien comme j'en parlais tout à l'heure, il faut, quand même. C'est ça, mais en même temps il y a ce côté est-ce qu'on continue de se former ou pas, parce qu'en même temps on a plein de modules dans notre formation et puis finalement voilà, c'est bon, j'ai fait 1 an de formation, maintenant je sais de quoi je parle et on y retourne jamais. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté je trouve que c'est important de le souligner, que la formation elle s'arrête jamais, et je pense que ça c'est valable dans tous les métiers en fait. Exactement. Et c'est complètement c'est sous-coté, cette expression est à la mode. Ouais. Je trouve que on en parle pas suffisamment, parce que même moi j'ai fait 6 ans de droit, donc à la base j'étais quand même plutôt partie sur quelque chose, voilà, j'avais fait mes 6 ans de droit. Par contre après franchement je pensais pas continuer de me former, enfin voilà, j'apprenais sur le terrain, on continue d'apprendre en faisant, mais vraiment d'aller continuer de refaire des formations, etc., c'est franchement pas un truc qu'on nous apprend à faire en fait. Ni sur lesquels on nous initie. Donc je trouve que c'est important de le souligner, qu'effectivement, même si on fait une formation longue, il faut continuer de se former derrière, parce que les connaissances évoluent, elles évoluent extrêmement vite dans le milieu du chien. Non, mais très très vite. Et c'est important. Pendant votre année de formation, de reformation, vous avez continué à travailler, ou comment ça s'est passé ? Justement, c'était tout le... C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est le truc, c'est qu'on a continué à travailler et du coup, on a continué à faire du coercitif et on se réajustait pendant qu'il y en a un qui faisait une formation, l'autre continuait de bosser, il m'expliquait ce qu'il faisait, du coup, j'essayais de me réajuster avec mes clients. On l'a pas fait du jour au lendemain, genre, ça n'a pas été, bon, le mois prochain, les gars, on vous prévient, on est en positif. Ça s'est pas fait comme ça. C'était une transition lente, mais ce qui a amené aussi à des espèces d'échecs dans notre travail, puisqu'il faut savoir que quand quand on travaillait une marche au pied, parce qu'il faut savoir qu'on pratiquait que de l'obéissance finalement, enfin c'était de la correction. Un chien actif qui agressait à vue un autre congénère, il faut savoir qu'il prenait un coup de sonnette sur le côté quand il agissait de manière réactive, et à force de répétition, le chien se mettait à cesser son comportement puisqu'il avait peur de la sanction, et que la sanction elle devait forcément le gêner physiquement, lui faire mal, auquel cas en fait elle fonctionne pas. Je dirais que vu qu'on ne voulait plus agir en voyant des signaux de stress chez le chien, on n'osait plus être suffisamment appuyant dans notre correction de comportement, et ça fonctionnait plus. Et en fait, on avait des mois où finalement on était gêné de travailler avec les gens, on savait plus comment faire, mais il fallait qu'on le fasse parce que c'était notre seule rentrée d'argent, et où à terme on se disait ok, là il va falloir vite qu'on apprenne, parce qu'on a été connus au départ avec Théo en étant
vraiment très spécialisé dans la rééducation comportementale. Alors qu'en fait, finalement, on n'était que dans la correction des comportements et qu'on était dans l'inhibition des comportements agressifs. Mais pour autant, on était spécialisé là-dedans et on en vivait très rapidement. On s'est vraiment fait un petit nom autour de chez nous et on avait beaucoup de clients. Donc quand on venait nous voir pour un chien réactif et que maintenant on disait que on voulait plus corriger les mauvais comportements pour faire la rééducation comportementale, eh bien le simple fait de savoir comment fonctionnent les méthodes d'apprentissage du chien, ça ne suffisait pas non plus. Parce qu'il fallait maintenant connaître les zones de confort, les signaux de stress, remarquer les signaux de stress en sachant observer les tensions musculaires, savoir contre-conditionner, savoir appliquer, je dirais, des renforcements sur des bonnes gestions d'émotions, savoir agir, connaître la règle des 3D, mais savoir le faire aussi dans un contexte de rééducation. Enfin bref, c'était vraiment quelque chose qui n'avait absolument rien à voir. Et finalement, la rééducation comportementale à proprement parler, sur la formation de Jérémy Serrinda, par exemple, ça aurait été très compliqué. Mais même, ça a été même après la formation de Jérémy Serrinda, où à force de travailler sur tous les profils, on s'est dit, mais en fait, c'est vraiment en faisant, maintenant qu'on a les outils, la caisse à outils de la rééducation comportementale en méthode positive, il y a aussi tout l'aspect, je dirais, vraiment, savoir se positionner, je dirais, au niveau individualité du chien, en connaissant vraiment sa zone de confort et de savoir aussi, en fonction de savoir s'il est dans sa zone rouge, comment est-ce que lui réagit. Parce qu'après, vous avez des chiens qui réagissent par la fuite, d'autres qui réagissent par la réactivité agressive. Et ce qui est maintenant vraiment le cœur de notre travail, c'est d'être capable de faire dire aux gens que là, en fait, ce qu'ils demandent, le chien n'est pas capable de pouvoir le proposer. Et donc, en éducation positive, en fait, on remet un regard vraiment plus réaliste sur la problématique pour vraiment faire changer l'état émotionnel du chien en allant à la vitesse du chien. Et c'est ça en fait qui nous a pris du temps en fait à savoir appréhender dans le travail, c'est de pouvoir, je dirais, vraiment apprendre à l'humain à avancer à la vitesse du chien, à le mettre vraiment dans sa tête, donc avoir un discours qui soit vraiment différent. Cette fois-ci, on est plus dans l'observation et on veut que l'humain soit autonome, et pour ça, il faut lui apprendre en fait à décoder les signaux comme nous on le faisait. Et en fait, c'est compétence. En fait, il nous a fallu de la compétence de travail en tant qu'éducateur canin d'éducation positive. Parce que c'est bien d'avoir les outils et de savoir travailler un chien, mais vu que c'est le propriétaire du chien, c'est l'humain du chien qui travaille le chien, c'est de savoir comment parler de l'éducation positive et comment se mettre dans la tête du chien et comment arriver à mettre le client à notre place pour qu'il puisse travailler et être autonome. Ça a été vraiment... c'est ce qui a pris le plus de temps, en définitive, je pense. Hein. Ouais, c'est pas le même métier. Ouais, c'est pas le même métier du tout. Être éducateur canin d'éducation positive, être comportementaliste en méthode bienveillante, en éducation positive, ça n'a rien à voir avec être simplement celui qui va montrer comment donner un coup de collier. Ça. Mais c'est marrant, parce que en parlant, je me rends compte de comment ça a changé. Donc au début, on mettait des gros coups de collier et c'était violent et on s'en rendait même pas compte. C'est ça le pire au tout début. On se rendait pas forcément compte de la violence de nos trucs. C'est en revoyant nos vidéos quand on était en positif, quand on a regardé nos vieilles vidéos, on était en état de choc. Franchement, on était en état de choc. Et on est persuadé de bien faire. Il faut savoir aussi qu'on était persuadé de faire quelque chose de... Franchement, j'ai pas honte de le dire. On pensait faire des choses de bienveillantes. Hein. Quand on a changé d'approche, ce qui s'est passé, c'est que on s'est mis à être de moins en moins violent sur nos coups. En fait, à partir du moment où on a commencé à apprendre sur le positif, etc., on est passé de gros coups de collier à des coups beaucoup de moins en moins forts, jusqu'à la disparition totale des coups. Et après, on a ajouté tous les outils nécessaires, donc la friandise, les jouets, la distance, etc. Et ça a changé comme ça, en fait. Je me rappelais pas forcément, j'y ai repensé là. Exactement. C'est marrant, c'est qu'on est vraiment passé de gros coups à de plus en plus léger, à plus du tout. Et ensuite, renforcement. Ça s'est fait vraiment naturellement comme ça. Ouais, complètement. Et on était tellement contre la friandise qu'à l'époque, on se vantait de dire qu'on faisait une méthode sans cri, sans coup, sans friandise. On osait dire sans coup. Hein. D'ailleurs, je sais même pas comment est-ce qu'on a pu faire gober ça aux gens, ça n'a aucun sens. On donnait pas de coup de pied. Ouais, c'est ça, parce que il faut savoir que dans le tradi, il faut savoir que pour eux, un coup, c'est à la main. Mais au coup de collier, c'est pas un coup. Hein. Vous dites à un éducateur canin en tradi qui violente un chien, il vous dit, mais c'est complètement faux, je fais juste que de corriger en donnant une légère à coup. Ils vont vous dire à coup, ils vont un pincement au cou. Un pincement, voilà. Alors qu'en fait, non, c'est juste un coup de sonnette, voilà. Ouais. Et en fait, on a fait une transition, en fait, doucement mais sûrement. Et puis à la fin, on s'est rendu compte que on pouvait avoir, entre guillemets, les mêmes résultats si on avançait d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on
on s'est mis à ne pas travailler les choses de la même manière. Par exemple, si un chien ne parvient pas à marcher sans trop tirer en laisse, je parle pas des problèmes de comportement comme la peur, anxiété, réactivité ou ces choses-là. Je parle vraiment juste de l'obéissance pour un chien lambda. Eh bien, on s'est mis à retravailler d'abord l'attention du chien, le relationnel, de savoir si les besoins fondamentaux étaient respectés, à quel niveau, on va dire, de stress le chien était, s'il y avait un stress chronique ou pas. Et en fait, on se mettait vraiment à avoir une approche comportementale véritablement pour ensuite traiter problème d'obéissance. Parce qu'il y a très souvent, c'est lié. Et ça, c'est toutes ces reformations d'éducation positive qui nous ont fait mettre un pied vraiment dans le terrain émotionnel du chien. Et auquel cas, là, on se mettait à vraiment pouvoir changer le relationnel. Le regard était plus éveillé, tourné vers l'homme. Si le regard est plus tourné vers l'homme dans les environnements où le chien a du mal à se concentrer, là, il pourra se concentrer, il pourra nous proposer des comportements qu'on veut voir se reproduire, venir les renforcer. Et moi, je suis un grand fervent de la récompense alimentaire. Il y en a plein qui disent « Ouais, il ne faut pas récompenser à la friandise ». Moi, j'adore la friandise et maintenant, je me vante de travailler en friandise. Comment ça a été vécu par votre clientèle, ce changement? Alors, vous disiez que c'était plutôt lent comme transition, donc j'imagine que ça n'a pas été brutal et voilà, du jour au lendemain, ça ne change pas la vie. Mais comment ça a été vécu par votre clientèle? Comment on touche un autre public en ayant déjà une image de marque développée? Notre image, elle n'était pas si développée que ça. Et on garde pas, on n'a pas une fidélité avec nos clients. À partir du moment où le travail est fait, il est fait. C'est ça. C'est très rare les clients avec qui on reste en contact. En général, c'est des gens avec qui on a sympathisé, avec qui on devient amis. C'est fait comme ça, la transition. Je trouve pas que ça a été... il y a peut-être eu quelques mois un peu compliqués. Il y a eu des mois compliqués, puis après, ça a été fait sur les réseaux aussi, la transition. Ça, en fait, la transition... En fait, à partir du moment où on est passé en positif, il y a Clément aussi qui a passé un stade sur les réseaux, sur la communication, etc. Donc, c'est plus là où on a commencé à exploser, et puis c'était bien plus intéressant forcément pour les gens. Donc, ouais, c'est ça. On s'est mis aussi à raconter des choses sur les réseaux beaucoup plus en profondeur, à parler de thématiques, je dirais, vraiment qui permettaient de mettre un zoom sur le cerveau du chien, véritablement, et plus simplement de parler de résultats, je dirais, visuels d'obéissance. Là, cette fois-ci, on parlait enfin du stress, de la peur, de la phase d'imprégnation pour les chiots. On parlait de la socialisation, de cette phase très importante dans le développement du chien. On parlait de l'impact justement de ces premières mauvaises phases de socialisation. On parlait de la sociabilisation. Ensuite, on a parlé En fait, les sujets sont arrivés au compte-gouttes et du coup, forcément, les gens, ils ont commencé à se dire, bon, s'ils parlent de ça, et si on commence à montrer, voilà, qu'on s'intéresse et qu'on se mettait enfin à montrer en image, qu'on renforçait positivement à la friandise des comportements. Au départ, on a reçu des messages, tiens, depuis quand il y a la friandise à l'école de la Meute? Et on se mettait en fait à prendre du temps à répondre en privé aux gens et à répondre en commentaire en disant nous maintenant on préfère placer le chien dans une situation de réussite, on n'attend plus qu'il soit en échec. S'il est en échec, on fait en sorte qu'il ne le soit pas. Et pour ça il faut connaître on va dire les zones de tolérance du chien, les diviser en trois zones, verte, orange et rouge, et on fait en sorte qu'il ne se déclenche pas, et quand il propose un bon comportement, boum, on marque le comportement et on le récompense. Et on l'a expliqué, les gens se sont mis un petit peu à le comprendre, ils se sont dit, ok, d'accord, et ça fonctionne bien. Et on leur dit, oui, ça fonctionne, seulement voilà, il faut que l'humain soit plus, je dirais, se fasse investi. Violence et s'investisse plus, voilà, c'est ça. Vraiment comprenne que son chien, quand on dit que c'est un être sensible doté d'émotions, là maintenant, plutôt que de simplement le dire, on va le voir, on va le penser, on va le faire aussi. On va le prendre en compte, voilà. Comme on s'est mis à parler vraiment de ce qu'est un chien, alors qu'avant on faisait que montrer des résultats et que c'était uniquement esthétique et visuel. Ça s'est fait naturellement, ça a attiré de nouvelles personnes. Ouais, il y a eu un nouveau public directement. Et comme on était bon dans ce qu'on faisait, les publications étaient intéressantes, on a eu vite un nouveau public. C'est vrai que je pense qu'il y a eu des déçus, je pense qu'il y a eu d'anciens clients qui ont vu notre contenu et qui ont dû se désabonner, hein, c'est sûr. Il y en a eu même sûrement beaucoup. Ouais. En vrai, ça nous fait rire maintenant. C'est pas grave, tout le monde fait des erreurs. Mais il faut savoir qu'au moment où on a fait la transition, il y a eu une phase où on a rappelé pratiquement tous les clients avec lesquels on avait encore le numéro, et on leur a dit, on vous refait tout le programme, revisité de A à Z gratuitement en éducation positive. Et toutes celles et ceux qui voulaient refaire
le programme à l'époque qui s'appelait le programme chien à l'écoute d'obéissance standard en 4 leçons. On travaillait en leçon 1 la marche au pied, en leçon 2 croisement congénère, en leçon 3 stop rappel, en leçon 4 l'exercice sans laisse avec suivi naturel sans laisse, rappel sans laisse et marche au pied sans laisse. Donc c'était vraiment l'éducation l'obéissance de base, mais qui permettait aux gens de pouvoir prendre leur chien partout. Mais on a tout revu en éducation positive, voilà. Et après pour la partie comportementale, évidemment, c'était pareil. Si les gens voulaient nous revoir, c'était ok, mais on est devenu comportementaliste vraiment à la fin de cette année de formation. On a pu comprendre. Au départ, on a fait les signaux de communication. Ensuite, on a fait réactivité humain congénère. Ensuite, on a fait l'anxiété de séparation. Ensuite, on a travaillé sur la peur. Et c'est à la toute fin, finalement, qu'on s'est dit, ok, là maintenant, on a enfin toutes les armes nécessaires à pouvoir travailler sereinement, quoi. Vous avez pas changé de nom, du coup, non, volontairement. Entre ces deux. Ça sonne bien l'école. Ces deux phases, ouais. Pourquoi c'était quoi comme qu'est-ce qui a motivé ce choix de pas changer de nom? En fait, il y a une période où on a voulu changer de nom. On a failli s'appeler Conscience Canine. Conscience Canine, ouais. Et en réalité, l'école de la meute, ça sonne super bien. Et puis, oui, pour le coup, là, on a commencé à être connu avec ce nom. Ouais. Et même en positif, en fait, en réalité, on était déjà connu avec ce nom, donc on a préféré le garder. Je trouve que c'est une marque stylée. En fait, il y avait un côté catchy dans le nom de l'école de la meute qui nous a plu au tout départ. Et c'était aussi un moyen pour nous de pouvoir nous rappeler d'où on venait. On veut pas l'oublier, sans pour autant, je dirais, en faire tu sais, un cheval de croix en mode ouais, l'éducation tradie, on vient de là-bas, c'est de la merde, maintenant il faut que vous soyez en positif. Je pense que notre travail se suffira à lui-même, et quand on en parle, on est content d'en parler, tu vois. Genre moi en vrai, c'est la première fois que Théo et moi on parle de notre parcours comme tu nous demandes de le faire là, et c'est pour nous très important de pouvoir communiquer dessus. Mais pour autant, le mot meute a encore de beaux jours devant lui. C'est-à-dire qu'il est encore malheureusement employé même par des personnes qui pour autant connaissent très très bien l'éthologie et toutes ces choses-là, anormalement. Et en fait, ce mot est encore employé. Et en fait, ça me permet de pouvoir être, je dirais, un petit peu fédérateur. Parce que tu vois, le mot l'école du chien, il existe déjà. Il y a déjà l'école du chien qui existe. Et en fait, l'école de la meute, c'est un moyen détourné de pouvoir dire, venez à l'école. Parce que pour nous, en fait, on voulait garder cette philosophie de, quand vous allez venir chez nous, on veut que vous soyez ouverts à apprendre des choses. Ce qui va faire que vous allez arriver à régler vos problèmes, c'est si vous ouvrez à l'apprentissage. Et nous, en fait, ce qu'on veut, c'est que les gens viennent avec cet esprit ouvert de je vais à l'école. Donc, quand on va à l'école, on sait qu'on y va pour apprendre, si tu veux. Donc, on voulait garder ce truc-là. Et Conscience Canine, ça avait un côté cool, mais c'était moins pertinent, moins catchy, quoi, tu vois. Et donc, on s'est dit, c'est quoi, au pire, on garde. Si un jour, dans 20 ou 30 ans, tout le monde se met ça passe plus. Voilà, que le mot meute passe plus, là, à la rigueur, on le perdra. Mais éthologiquement, une meute, c'est un groupe familial. Le groupe familial, c'est papa, maman qui font des petits, et les petits des différentes générations qui forment un groupe. Et ce groupe, cette grande famille, c'est une meute. Ça n'existe que dans la nature. C'est les loups, la famille de loups qui est une meute. Et donc, il n'y a pas de meute chez les chiens, vu qu'il n'y a pas de on va dire, de groupe à proprement parler, de chiens qui s'organisent autour de la famille de papa et maman. Ça n'existe pas. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de meute de chiens qu'on peut pas apprendre des loups. Et l'avantage, justement, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup d'études qui ont été faites sur les loups et justement sur ce qu'est véritablement une meute, et qui ont aussi changé la manière dont les éducateurs canins voyaient les chiens. Et si justement on s'est rendu compte que la meute n'était pas dirigée par un mâle alpha qui mettait tout le monde en pièces, et ça pouvait aussi permettre aux gens de voir le chien différemment. Et nous, aujourd'hui, s'appeler encore l'école de la meute, ça nous permet de pouvoir en parler. Et justement dire, non, mais en fait, la meute, c'est ça. Et ça permet aussi de pouvoir éloigner les gens, grâce à la curiosité de pourquoi vous appelez comme ça, de pouvoir leur mettre un pied dans l'éthologie moderne, finalement. Moi, je trouve que le vrai problème, si on devait parler de problème lié au nom, c'est le nom de notre métier. Parce que éducateur canin, ça marche pour les mecs en coercitif, mais à partir du moment où on est en positif, on n'est plus éducateur canin, on est professeur en éducation canine. Oui. Et ça, c'est une réalité. Moi, c'est ce que je dis à mes clients, je leur dis, mais en fait, mon boulot, c'est pas d'apprendre à votre chien, en fait, c'est de vous apprendre comment gérer votre chien, c'est... Du coup, le nom de notre boulot, en réalité, il est has-been, maintenant, il devrait changer. Moi, je préfère les noms anglais, honnêtement. Quand les anglophones s'appellent dog trainer, je trouve que c'est plus pertinent. Parce qu'en fait, quand moi, je travaille avec un chien, c'est la terminologie que j'emploie, je dis, je vais entraîner
Je vais vous apprendre vous allez faire un entraînement. Là, j'entraîne le chien à la connexion dans l'environnement humain. Si votre chien, voilà, on a une problématique de réactivité ou juste d'obéissance, eh bien, d'abord, on va corriger le lien. Et pour corriger le lien, pour créer une connexion, si on veut pouvoir rediriger correctement ou bien capter l'attention du chien, on va travailler la connexion. Et donc, ça va être un entraînement qu'on va appliquer. Et donc, je préfère dire, voilà, behavioriste et dog trainer. Je trouve que c'est plus pertinent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Théo, on préfère dire qu'on est comportementaliste plutôt que dire qu'on est éducateur canin pour en parler. Ouais. C'est vrai qu'éducateur canin, ça parle un peu à tout le monde, même si, c'est ça. Même si en fait, peu de gens ont une image calquée sur ce que c'est réellement. Mais voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est mon amie Manon de Good Doggy qui est venue plusieurs fois sur la niche, qui avait dit ça dans un épisode aussi, qu'elle était professeure de la matière chien et qu'elle n'était pas vraiment éducateur, quoi. Mais c'est très vrai. C'est très vrai. Ça porte à confusion pour nos clients, ça porte à confusion. Hein. Ça m'arrive de temps en temps de tomber sur des gens qui pensent que je vais faire le boulot de A à Z. Ouais. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, j'étais dégoûté. C'était les enfants qui bossaient plus que les parents, en fait. En réalité, je bossais plus avec les enfants, avec le chien et les enfants que les parents. Et en fait, j'avais des résultats de malade. Et c'était super intéressant de bosser avec des enfants. Ils prenaient grave du plaisir dans ce qu'on faisait. Et on a arrêté parce que la dame voulait que je fasse le boulot à leur place, quoi. Et ça m'a vraiment fait chier parce que j'adorais bosser avec ces gosses. Ouais, puis il y a un côté cool à travailler avec des enfants, je trouve. Et je pense que c'est un truc que je développerai quand je serai pro là-dedans. Les enfants, c'est les humains de chiens de demain. Et c'est aussi par eux, enfin voilà, si eux sont sensibilisés à une éducation beaucoup plus positive que nous, alors qu'on est tous les trois là des années 90, l'éducation canine dans les années 90, c'était pas celle de 2020, quoi. Ah non, ça c'est sûr. Donc, effectivement, il y a ce côté super chouette, je trouve, à former des enfants à la lecture du chien, etc., à dire, voilà, regardez, là, il vient de se lécher les babines, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire, ou des trucs comme ça. Enfin, je trouve ça très, très chouette. Ouais. Et puis, moi, en ce moment, je bosse avec avec un petit chiot husky, avec une famille, ils ont 3 enfants, 3 petits garçons, et j'avais fait, ils habitent pas loin de chez moi, donc j'avais bossé à leur domicile, tout ce qui est obéissance à la maison, etc., les ordres, le tapis, etc. Et de voir des gosses bosser comme ça en positif, avec les friandises, et tout le monde s'amusait, c'était super marrant. Ouais. Les gosses étaient trop doués, les gosses ils étaient vifs et tout, ça marchait super bien. Et c'est vrai que quand on y repense, je les regarde, je me dis, mais ça serait pas arrivé à mon époque, ça, en fait. Petit, ça aurait pas pu arriver. Ouais, ça aurait pas pu arriver. Alors qu'on en rêvait tous. Enfin, je veux dire, moi j'avais un chien imaginaire. J'ai jamais pu avoir le chien, mais j'avais un chien imaginaire. Je lui faisais faire de l'agility, des trucs comme ça et tout. Alors j'en rêvais, quoi, de pouvoir faire ça en vrai. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que, on l'a pas dit jusque-là, mais vous êtes quand même très très présent sur les réseaux sociaux. Ça a fait changer aussi de métier. Enfin, clairement, on devient aussi créateur de contenu dans un domaine en plus d'être... littéralement. Franchement. Mais la vérité, c'est que c'est l'époque qui veut ça. Hein. C'est le cas pour tout le monde. C'est le cas pour tout le monde. Moi, je bosse avec un illustrateur en ce moment. Il a 2 comptes Instagram, etc. Et tu veux que ton taf il marche, faut être bon sur les réseaux. Faut savoir en parler. Moi, je le fais pas parce que Clément gère tout. C'est pour ça que j'ai du mal à m'y mettre. Faut que je fasse des lives et tout. Je compte le faire, mais... En tout cas, c'est ce qui est clair, c'est que ça a été une partie de notre métier qu'on a compris. Je dirais qu'il était important de mettre en place et de mettre en place de façon professionnelle. Et donc, oui, c'est un truc que moi j'ai voulu récupérer, puisqu'en étant musicien, moi les comptes Facebook et Instagram de mes groupes, c'est moi qui les gérais. Et donc en fait, j'avais déjà un pied dedans. J'ai géré celui de l'école de la Meute. Et en fait, ce qui nous a fait ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans le podcast de La Niche, c'est parce que le compte Instagram a bien monté, mais il est monté très vite grâce au format réel et qui découle en fait de notre compte TikTok. À l'origine, moi j'ai surtout voulu me lancer dans TikTok parce que je sentais que c'était le réseau social de demain. Et en me mettant sur TikTok, j'ai compris la culture de TikTok, compris comment faire du contenu. Je m'étais déjà entraîné sur Facebook à l'époque, mais donc j'avais une idée de ce que je voulais vous montrer en image. Puis au fur et à mesure, je me suis dit qu'il fallait que je fasse de l'information sur l'éthologie, l'information sur le comportement et de l'information sur l'apprentissage. Et en fait, j'ai fait des formats de 15 à 20 secondes jusqu'à 30 secondes. Et ces formats TikTok, je les téléchargeais, je les mettais en réel. Et c'est comme ça en fait que ça fait on prenait 10 000 à 20 000 abonnés par mois cet été. Donc Clément il a inventé quelque chose en fait sur TikTok.
Les réels, en fait, les réels, ça existait déjà dans plein de domaines différents, mais ce qu'a fait Clément, il l'a inventé totalement, en fait. Et du coup, ça a explosé. Et c'est vrai que du coup, j'ai un peu été le porte-parole, modestement, honnêtement, je m'attribue pas ce truc-là, c'est juste que majoritairement, par rapport au nombre d'abonnés, on est le compte numéro 1 d'éducation canine sur TikTok. Et de très loin, je veux dire, celui derrière, il est à 200K en moins, pour te dire à quel point c'est énorme. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte qu'on était devenus les porte-parole de l'éducation positive, même si voilà, je m'y attribue pas du tout ce drapeau, hein, mais mine de rien, cette communauté qu'on a su faire grandir, ça fait que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je l'entretienne et qu'on sache qu'on la chouchoute aussi. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de live, parce que c'est le meilleur moyen aussi de savoir avec qui qui y a derrière qui interagit avec le contenu, qui aime, quelles questions reviennent. Ça permet aussi de se rendre compte, parce qu'avec ce grand échantillon, de savoir quelles sont les problématiques finalement qui sont récurrentes. Et on se rend compte que les problématiques récurrentes, c'est 0 rappel, réactivité congénère et fugue. Fugue, c'est parce que 0 rappel, mais t'as prédation, tir en laisse, réactivité congénère. C'est vraiment les 3 points, et anxiété de séparation. C'est vraiment les 4 points où vraiment les gens ils savent plus quoi faire. Et donc on utilise les réseaux maintenant comme source de partage d'informations sur l'éducation canine, et spécifiquement nous en tout cas sur l'éducation positive. Moi, je suis vraiment hyper admiratrice de votre parcours. Enfin, déjà, rien que le fait de changer de voie, de changer de fusil d'épaule, littéralement, parce que c'est vraiment ça que vous avez fait. Non, déjà, ça, je trouve ça hyper courageux, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas évident de dire du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, mais de dire voilà, tout ce qu'on vous a donné là durant ces dernières années, en fait bullshit. Voilà, c'est ça, bullshit total. Ouais, non, c'est pas évident, et en plus de ça, de se lancer sur les réseaux et de devenir aujourd'hui les porte-parole que vous êtes sur l'éducation canine bienveillante, qui véhiculait un message qui est le même que j'essaie de véhiculer par ce podcast-là. Complètement, bien sûr. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Donc, bravo pour votre parcours. Merci vraiment. beaucoup. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Clément et Théo et de l'avoir écouté jusqu'au bout. Mais attention, elle ne s'arrête pas là. On avait encore 1000 choses à raconter et à vous partager. Alors rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de cette discussion passionnante. J'espère en tout cas que ce nouvel épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui pourraient aider, et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @l'école de la meute et @lanicheaventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter, car ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr. Enfin, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine!